Tout a commencé du côté algérien, là où le gigantesque projet minier de Gara Djebilet a sans prévenir enflammé les fils d'actualité et les timelines de part et d'autre de la frontière. En quelques jours, les réseaux se sont transformés en terrain d'affrontement numérique, partage massif, réactions en cascade, débats enflammés. Tout y est passé. Et au cœur de cette effervescence, des riverains marocains, filmés face caméra, dénonçant ce qu'ils ressentent, comme des retombées bien concrètes, des nuées de poussière venues caresser, ou plutôt envahir, leur quotidien, poussé par le vent depuis le côté algérien. Résultat, une polémique qui ne s'arrête plus de gonfler. Sur le terrain, les récits s'enchaînent, et ils ne sont pas franchement réjouissants. Des familles font nombreuses parlent d'un quotidien toujours aussi rude entre galères économiques et tracas sociaux qui ne décrochent pas depuis belle lurette. Pour certains, pas de doute, la poussière dans l'air, c'est pas une impression, c'est du concret. L'exploitation minière va bon train et leurs poumons le savent. D'autres, plus modérés, pensent qu'il ne faut pas s'emballer. Après tout lancement industriel s'accompagne forcément d'un peu de remue-ménage. Non. Comme si la poussière ne suffisait pas, voilà qu'un vieux dossier poussiéreux refait surface, celui de la frontière Maroc-Algérie, et plus précisément de l'accord de 1972. Un accord que chacun semble relire à sa manière comme un vieux script mal interprété. Côté marocain, certains commentateurs montent au créneau. Pour eux, la mine aurait dû être gérée en duo 50-50, main dans la main. Ou du moins selon une certaine lecture bien optimiste du texte. Pendant ce temps côté algérien, la réponse est claire comme du minerai brut. Ce projet, c'est 100% chez nous. 100% sous notre drapeau, pointe à la ligne. Et au beau milieu de ce ping-pong argumentatif, les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie. L'absence de mémoire collective partagée, le manque de documents accessibles et un contexte géopolitique chargé créent le combo parfait pour enflammer les claviers. Résultat. Une avalanche de discours musclés, souvent bien plus bruyants que les déclarations officielles, présentés comme un joyau stratégique par Alger. Le projet de Gara Djebilet n'est pas un petit coup de pioche. Non, on parle ici d'un mastodonte économique vanté comme l'un des piliers de la diversification nationale. Rien de moins. Les réserves colossales, l'ambition totale. Mais à peine les machines mises en route que déjà les premières inquiétudes franchissaient les frontières. Et côté marocain, les images n'ont pas tardé à circuler d'immenses nuées de poussière flottant dans le ciel, visibles, palpables. Résultat, un vent d'angoisse. Certains riverains craignent pour leur santé, d'autres pour leur récolte ou leur commerce. Une question revient en boucle, si l'extraction continue à ce rythme, devra-t-on vivre sous un nuage permanent ? Du côté algérien, les réactions n'ont pas tardé. Plusieurs voix ont rapidement relativisé les craintes exprimées. De l'autre côté de la frontière, du classique affirme-t-elle. D'après ces intervenants, voir un peu de poussière à l'ouverture d'un projet minier XXL, c'est presque un rite de passage. Bref, pas de quoi grimper au rideau. Mais les experts, eux, pointent autre chose. Ce ne sont pas tant les camions ou les pelleteuses qui font du bruit, mais bien les médias des deux camps. Certains analystes dénoncent carrément une surmédiatisation volontaire transformant une question d'environnement en un ring géopolitique improvisé. Heureusement, tout le monde n'a pas perdu la boussole. Plusieurs intervenants appellent à couper le son des clashs virtuels pour faire place à la science oui, des données concrètes, des études sérieuses. Pendant ce temps, des habitants marocains vivant tout près de la frontière rappellent que leur quotidien reste miné par des problèmes très terre-à-terre, chômage, logement précaire, infrastructures manquantes. Certains lient même leur galère sociale aux effets environnementaux redoutés, comme si le vent ramenait bien plus que de la poussière. En Algérie,
On préfère regarder l'avenir plutôt que la poussière. Pour de nombreux intervenants, ce projet minier est bien plus qu'un simple chantier, c'est le levier tant attendu pour sortir de la dépendance aux vieilles recettes économiques. Une sorte de pont vers une économie diversifiée, moins prisonnière des habitudes du passé. Mais pendant que certains rêvent de croissance, d'autres parlent de justice. Sur les réseaux, certains affirment que le Maroc envisagerait de passer par la voie juridique internationale pour réclamer une part du gâteau minéral. Rien que ça. Problème, ce scénario hollywoodien fait doucement sourire certains internautes qui rappellent que les textes en vigueur ne prévoient rien de tel et que les anciens accords n'ont rien d'un chèque en blanc. Et comme souvent, quand la tension monte, l'humour a décidé de faire irruption. Certains internautes ont sorti l'artillerie satirique, allant jusqu'à proposer, très sérieusement pour rire, une taxe sur la poussière ou une valorisation stratégique des particules volantes. Une blague, sans doute, mais dans un climat électrique, l'ironie a parfois plus d'impact que les communiqués officiels. D'ailleurs, dans ce vacarme numérique, tout se mélange, critiques virulentes, des deux camps, vidéos douteuses, commentaires en roue libre. Heureusement, quelques voix lucides rappellent que l'essentiel, il faut faire la part des choses entre les prises de position officielles et les contenus produits à la va-vite, sans cadre ni rigueur. Car à force de laisser ces discours toxiques se propager, on ne fait qu'alimenter les divisions inutiles entre populations qui souvent n'aspirent qu'à vivre en paix. Et c'est bien là que le rappel devient crucial, le voisinage, ça se respecte. Dans une région comme l'Afrique du Nord, où les enjeux économiques et sécuritaires sont liés comme les maillons d'une même chaîne, parler ensemble reste toujours plus productif que se lancer des piques. Le bon sens voudrait qu'on troque la confrontation verbale contre un minimum de coopération régionale. Pas pour s'aimer d'un coup, mais au moins pour avancer. Silence radio des deux côtés. Pendant que les pelleteuses tournent à plein régime à Garage et Billette, une chose ne bouge pas, l'absence totale de communication officielle conjointe. Ni données précises sur la pollution, ni chiffres clairs sur l'intensité des émissions, encore moins d'explications sur une éventuelle entente entre Alger et Rabat. Résultat, le flou continue de nourrir les spéculations. Et tant que les autorités n'apporteront pas un minimum de clarté appuyée par des études sérieuses et des réponses concrètes aux habitants de la région, le débat ne fera que gonfler. Parce que, au fond, ce que réclament les riverains, ce n'est pas une polémique de plus, mais simplement de vivre dans des conditions dignes, sans craindre que l'air qu'ils respirent ne devienne leur ennemi. Ce qui au départ devait être une exploitation minière comme tant d'autres s'est révélé être tout sauf banal. Au fil des semaines, le projet de Garage et Billette s'est transformé en véritable révélateur d'un paysage bien plus vaste. Là où le minerai affleure, c'est aussi toute une cartographie de tensions historiques, d'aspirations sociales enfouies et d'enjeux géopolitiques complexes qui remontent à la surface. Car derrière les vidéos de poussière et les cris d'alerte se cache bien plus qu'une gêne passagère. On y lit les cicatrices d'une région, les souvenirs de coopération avortés, les espoirs 1000 fois reportés, et surtout une série de récits antagonistes qui continuent de façonner les rapports entre les peuples voisins. Ce n'est plus seulement une question de pollution ou de projet industriel, c'est un miroir tendu à toute une histoire régionale où se croisent écologie, économie, mémoire collective et tensions politiques jamais vraiment apaisées. Dans ce tumulte de machines et de décisions venues d'en haut, une chose s'est imposée comme une évidence, la parole citoyenne. Ce sont les habitants des zones frontalières qui, souvent livrés à eux-mêmes, ont osé briser le silence. Ils ont partagé leurs inquiétudes,
raconter leur quotidien secoué par les bouleversements d'un projet qui avance sans vraiment les regarder. Qu'il s'agisse de l'air qu'on respire des récoltes qu'on peine à sauver ou des difficultés sociales qui s'accumulent dans l'ombre, leurs témoignages rappellent une vérité que trop de plans oublient. On ne construit pas un avenir solide sans écouter ceux qui vivent au cœur du terrain. Un chantier peut être national, voire stratégique, mais s'il ignore les réalités locales, il risque fort de bâtir dans le vide. Lorsqu'un projet d'envergure nationale se pose sur une terre, ce sont d'abord les pieds nus des riverains qui sentent les secousses. À écouter les habitants. Entre fatigue sociale, angoisse sanitaire et sentiment d'abandon, une réalité saute aux yeux. On ne bâtit pas l'avenir d'un pays en ignorant les voix de ceux qui vivent sur le tracé. Peu importe la grandeur de la vision politique, si elle ne plonge pas ses racines dans le vécu local, elle finit par flotter au-dessus du réel sans jamais vraiment l'atteindre. Et comme si la complexité du terrain ne suffisait pas, l'affaire a rapidement pris une tournure ultra-médiatique. Envoler la neutralité. Entre lectures divergentes du fameux accord de 1972, envolée lyrique à la télé, analyse faite à la volée et jugement livré tout chaud sur les plateaux, c'est tout un climat d'émotions brutes qui a phagocyté la réflexion. Ce qui devait être une discussion technique s'est transformé en terrain d'expression identitaire, révélant à quel point chaque grain de sable de cette région porte encore les traces brûlantes de l'histoire partagée, et parfois douloureuse. Au milieu des clashs, des tweets incendiaires et des débats qui virent au pugilat verbal, une réalité plus calme mérite qu'on s'y attarde la majorité silencieuse. Oui, cette grande partie de la population qui, loin des cris et des caméras, aspire simplement à un peu de stabilité, à des relations normalisées et à un futur moins agité. Pour beaucoup d'observateurs, tout ce tumulte aurait pu être évité, ou du moins atténué si dès le départ, les institutions avaient communiqué de façon claire, régulière et compréhensible. Au lieu de ça, ce sont les zones floues qui ont pris le dessus et avec elles leur lot de suppositions, de peurs et de confusion. Dans un monde où une vidéo mal coupée peut faire le tour de la planète en quelques heures, la précision n'est plus un luxe, c'est une nécessité vitale. Transparence, méthode, contexte, voilà les seuls vaccins efficaces contre les interprétations à l'emporte-pièce. Et non, ce travail de clarté ne repose pas que sur les épaules de l'État. Il implique aussi les citoyens, les associations, les journalistes et tous ceux qui, à leur manière, participent à écrire l'histoire commune. Parce que construire un récit collectif sans filtre ni vérification, c'est prendre le risque de bâtir sur du sable. Ce que cette crise a laissé transparaître avec éclat, c'est que l'air, la nature et les frontières ne signent aucun accord politique. Le vent ne demande pas de visa. Quand la poussière voyage, elle se moque bien des lignes tracées sur les cartes. Voilà pourquoi le dialogue entre voisins ne devrait pas être un luxe diplomatique, mais une nécessité vitale. Car si les enjeux environnementaux ne s'arrêtent pas aux douanes, alors les réponses non plus ne devraient ne pas rester cloisonnées. Et même si tout le monde ne tombe pas d'accord sur chaque virgule du mode d'exploitation, une évidence persiste, avancer séparément, c'est courir à moitié. Pour tirer pleinement parti d'un projet de cette ampleur, il ne suffit pas de compter les tonnes extraites. Il faut aussi intégrer les préoccupations humaines et écologiques à l'équation. En clair, il est temps d'échanger les vieux réflexes de confrontation contre une gouvernance partagée, plus responsable, plus durable et surtout plus lucide. Ce que cette situation a surtout révélé, c'est la force tranquille d'une population qu'on entend trop peu. Dans les zones frontalières, malgré les vents contraires, les gens tiennent bon. Ils ne demandent pas la lune,
mais un avenir qui tient debout un peu de justice sociale, une vraie reconnaissance. Et surtout, des perspectives concrètes. Leurs attentes dépassent de loin les urgences du moment. Ce qu'ils veulent, c'est participer à écrire leur futur. Et leur voix, ce n'est pas un simple cri de détresse passager, c'est un appel profond à être enfin considérés comme des acteurs à part entière de leur territoire. Et sur le plan des relations internationales, ce dossier est un rappel cinglant entre voisins. On ne peut pas se contenter de cohabiter par habitude ou par inertie. Les accords du passé, chacun les lit à sa manière. Les responsabilités partagées, chacun les interprète selon ses intérêts. Résultat, sans une diplomatie active, les malentendus s'accumulent et la société civile, elle devient le théâtre de discours de plus en plus tranchés. Ce n'est pas une surprise, là où le dialogue manque, les extrêmes prennent la parole. Dans le climat actuel où le moindre malentendu peut se transformer en tempête diplomatique ou en emballement médiatique, une priorité s'impose, créer des espaces de dialogue avant que la cacophonie ne s'installe. Il est urgent de construire des passerelles plutôt que de multiplier les murs invisibles, car l'avenir de cette région, si fragmentée dans les récits mais unie par la géographie, dépendra avant tout de notre capacité à désamorcer les récits opposés qui empoisonnent les perceptions des uns et des autres depuis trop longtemps. Partager une vision, ce n'est pas gommer les désaccords, mais apprendre à les traverser sans se détruire. C'est poser les bases d'un respect réciproque suffisamment solide pour affronter ensemble ce qui nous dépasse. Et si l'on sortait du schéma classique de la ressource comme objet de convoitise, et si au lieu de nourrir les rivalités, les richesses naturelles devenaient des points d'ancrage pour une coopération durable, ce ne serait possible qu'à une condition que chacun se sente vraiment à sa place dans le processus écouté, considéré, respecté, autant dans ses droits que dans ses sensibilités. L'avenir commun ne se décrète pas, il se construit à parts égales. Au fond, ce tumulte collectif, entre inquiétudes palpables, débats agités et élan d'espoir, ne raconte pas simplement un désaccord de plus sur une frontière ou un projet minier. Il met en lumière une soif bien plus profonde, celle de clarté, de transparence et surtout d'écoute mutuelle. Les grands chantiers, les tensions géographiques, les secousses environnementales, tout cela continuera inévitablement à poser des questions difficiles, mais ce qui fera réellement la différence, ce n'est pas uniquement la réponse institutionnelle des États. Non. C'est notre capacité, en tant que société, à développer une pensée lucide, à refuser les raccourcis faciles et à privilégier le dialogue là où trop souvent on préfère le clash. Il restera toujours une brèche, aussi mince soit-elle, pour désamorcer les crispations, pour réajuster les regards croisés et, qui sait, bâtir ensemble une région où les défis communs deviendraient une opportunité de collaboration, plutôt qu'un prétexte à la méfiance. L'affaire de Garadjibilet prise isolément pourrait n'apparaître que comme un chapitre de plus dans le grand livre des tensions régionales. Mais en réalité, elle agit comme un signal, un rappel subtil, mais essentiel dans les moments de crispation, ce sont l'écoute, la responsabilité partagée et le sens de la nuance qui font toute la différence. L'histoire, comme toujours, prendra son temps pour dévoiler la suite. Mais s'il y a une certitude qu'on peut poser ici, c'est celle-ci. Aucun progrès réel, qu'il touche à l'économie, à l'écologie ou au tissu social, ne peut naître d'une logique d'exclusion. Seul un horizon commun bâti sur l'inclusion, le respect des voix locales et la priorité donnée à la raison sur les réflexes de division pourra transformer cette zone de turbulence en tremplin vers quelque chose de mieux. L'avenir n'est pas écrit, il est à façonner. Et ce façonnage dépendra avant tout
d'un choix collectif, celui de transformer l'inquiétude en dialogue, le doute en apprentissage, et le conflit latent en opportunité de se rapprocher. Pas pour oublier le passé, mais pour mieux construire ce qui vient après.